Chère auditrice, chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans le podcast du Cercle du Libre Examen de l'Université Libre de Bruxelles. Je suis Sarah, étudiante en musicologie. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission ayant pour thème la démocratie et le vote. Je suis accompagnée de mon camarade Amine, étudiant en sciences informatiques, et de mon camarade Melvin, étudiant en droit. Pour en discuter, nous vous présentons notre invité, Francis Dupuy-Derry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain et professeur. Vous enseignez depuis 2006 au département de sciences politiques et à l'Institut de recherche et d'études féministes, à l'Université du Québec. Vous publiez en 2013 Démocratie, histoire politique d'un mot aux États-Unis et en France, qui synthétise vos années de recherche historique sur l'évolution du mot démocratie. En Europe sort prochainement, le 21 novembre, votre livre intitulé Nous n'irons plus aux urnes, plaidoyer pour l'abstention. Avec votre livre sur l'évolution du mot démocratie, vous revenez donc sur cette évolution et les changements de régime avec l'indépendance des États-Unis et la Révolution française. Avec votre point de vue historique, les élections ont-elles été conçues pour être une procédure démocratique ? Oui et non, c'est-à-dire que il y a en fait deux histoires parallèles qui finissent par se chevaucher, qui est la constitution et la consolidation du pouvoir des parlementaires, et qui débute au Moyen-Âge. Les parlements sont une invention du Moyen-Âge, même si on a tendance à l'oublier. Et le vote qui est inventé comme pratique pour choisir des personnes pour occuper des fonctions à peu près au même moment, mais pas du tout dans les proto-parlements, dans ce qui commençait à ressembler à des parlements, mais en fait dans l'Église catholique et dans les universités. Donc c'est vraiment là que l'idée d'élire des personnes au sein d'une communauté pour occuper des fonctions apparaît et pratiquée, alors que à la même époque, les parlementaires, eux, ou les pré-parlementaires, disons, ceux qui sont convoqués par le roi, ce sont les grands du royaume, et donc là, il n'y a pas d'élection, il n'y a même pas de prétention à la démocratie, on ne prétend pas représenter le peuple, qui n'existe pas vraiment encore comme sujet politique conceptualisé, et évidemment, tout le système politique, lui, est encore héréditaire à l'époque. Et c'est au fil des conflits et des luttes politiques, de la constitution de ce qu'on va appeler les chambres basses ou des chambres démocratiques, comme la Chambre des communes, par exemple, en Grande-Bretagne, dans le système britannique, ou l'Assemblée nationale en France ou ailleurs, qu'effectivement la technique de sélection par élection va être reprise par les parlementaires. Monsieur Dupuy-Derry, bonjour. Bonjour. Pourquoi ne votez-vous plus ? Je ne vote plus parce que j'ai perdu foi dans ce système électoral pour plusieurs raisons. Mais j'utilise le terme de la foi parce que, consciemment, en fait, volontairement, parce que dans ce système électoral, en fait, nous est présenté comme quelque chose de sacré, comme quelque chose qui incarne la démocratie, et quelque chose qui permet à la voix du peuple de s'exprimer par l'urne électorale et le bulletin de vote. Et nous sommes socialisés dès l'enfance, donc éventuellement dans nos familles. Je ne connais pas vos familles, si vous en avez, mais il y a des familles qui socialisent en fait les enfants à l'importance du vote. Et puis, si les familles n'ont pas fait le travail, je ne sais pas comment ça fonctionne en Belgique, mais dans les cas que je connais, comme le Canada, le Québec, les États-Unis, la France et ailleurs, on est socialisé à l'école primaire et secondaire. Je ne sais pas si vous avez ça en Belgique, mais on a l'élection de conseil d'élèves, par exemple, qui est un système très, très bizarre, en fait, parce que ces conseils d'élèves ne servent absolument à rien. À rien, c'est-à-dire à rien en termes politiques, mais ils sont présentés d'ailleurs par le ministère de l'Éducation et par le directeur général des élections au Québec comme des occasions de former les enfants. Donc c'est vraiment un endoctrinement dès l'enfance, un endoctrinement des enfants à la pratique électorale pour ce qu'ils devront faire quand ils sont des futurs citoyens. Donc on est vraiment dès l'enfance pris dans un travail, une mécanique d'endoctrinement qui essaie de nous faire croire que la politique, ça doit ça doit nécessairement être médiatisé par le vote et la représentation. Et moi, j'ai perdu, je me suis désocialisé, même si la première fois que je suis allé voter, après, quand j'ai été majeur et j'ai eu 18 ans, je suis allé voter, donc, et à la première occasion, et j'ai senti justement ce côté solennel du geste d'aller voter. J'ai senti tout le côté rituel de participer à cette grande communion qui est la messe électorale, mais comme je vous dis, j'ai perdu la foi. L'école et la famille sont pour vous les seuls responsables. Et comment comptez-vous lutter efficacement contre cet endoctrinement ?
Non, ils ne sont pas les seuls responsables. Je mentionnais la famille et l'école pour montrer à quel point, en fait, ce travail, il commence dès l'enfance. Et, euh, et, euh, et évidemment, ça continue par la suite quand on est adulte. Vous avez même des agences ou des associations, des fois à but non lucratif, qui ont pour mission en fait d'encourager le vote, d'encourager les jeunes et la population à voter. Vous avez des appels au vote. Dans les médias, il y a des appels au vote quand, il y a quand on est en campagne électorale. Il y a des fois des personnalités publiques aux États-Unis, on voit ça beaucoup en fait, des personnalités publiques, des acteurs par exemple, ou des actrices célèbres, ou des chanteurs et des chanteuses qui appellent les gens à aller voter. Donc non, ce n'est pas seulement la famille et l'école, mais je mentionnais ça pour souligner à quel point ça commence jeune, dans un environnement où on prétend en fait qu'il faut protéger les enfants contre le prosélytisme et l'endoctrinement, alors que c'est ce qu'on fait. Quels sont selon vous les arguments les plus récurrents utilisés pour discréditer l'abstentionnisme? Il y en a, il y en a vraiment toute une série qui sont plus ou moins rationnelles et raisonnables, mais qui sortent un peu comme des réflexes. Donc on nous dit évidemment que c'est un devoir sacré, généralement du même souffle. On nous dit que des gens sont morts ou se sont battus pour ce droit. Donc je ne sais pas ce qu'il y en est pour la Belgique. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont morts et qui luttent et qui meurent pour l'obtention de ce droit. Donc ça, c'est présenté comme un argument. Il y a différentes façons de le recevoir. On peut évidemment, de façon la plus simple possible, dire oui, on a ce droit, mais c'est pas parce qu'on a... L'objectif, c'était que les gens aient le droit. Ça ne veut pas dire qu'on doit utiliser ce droit, surtout si on considère que ce qui nous est offert comme choix n'est absolument pas satisfaisant. Et puis, il y a plusieurs droits pour lesquels les gens se sont battus et qu'on ne va pas nécessairement acter à tout moment. Les personnes homosexuelles, par exemple, se mobilisent pour le droit de pouvoir se marier également. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes homosexuelles se marient. Et puis, on a le droit de divorcer, ça ne veut pas dire qu'on divorce tout le temps. Et puis, les femmes se sont battues pour le droit à l'avortement, et j'imagine que on ne doit pas en déduire qu'elles doivent tout le temps avorter quand elles sont enceintes, sinon ça serait un peu bizarre. Et donc, oui, moi je suis tout à fait conscient qu'il est important que tout le monde ait le droit de voter dans un pays si le droit de vote est si c'est un système qui fonctionne de manière électorale, parce qu'il y a des enjeux de dignité et d'indignité, de catégorisation de population par l'exclusion du droit de vote. Donc, je considère que les gens doivent avoir le droit de vote, mais je considère que ça ne veut pas dire qu'il faut l'exercer. Donc, ça, c'est un des arguments qu'on entend souvent. On entend que si on a... Il y a des arguments que j'ai jamais vraiment compris d'ailleurs aussi. On entend des fois que si on ne vote pas, on n'a pas le droit de se plaindre ou de critiquer en politique. Un argument que je vois pas le lien entre le vote et le non-vote et la liberté d'expression et la liberté de critique. On a des arguments de type... moi, j'ai déjà entendu l'argument qui dit « Oui, mais si vous votez pas, et imaginons si personne ne vote. » Donc ça aussi, c'est un argument qui me semble un peu fallacieux, dans la mesure où il y aura toujours au moins les personnes candidates qui vont voter, j'imagine, et leurs amis. Mais moi, je serais bien heureux de faire l'expérience d'une journée d'élection où personne ne va voter. Ce serait intéressant à voir qu'est-ce que ça donne. Donc, il y a un certain nombre d'arguments qui sont donnés. Évidemment, d'un côté ou de l'autre, si vous êtes plutôt progressiste, vous allez dire aussi que l'abstention favorise l'extrême droite. Et si vous êtes conservateur, vous allez vous faire dire que l'abstention favorise l'extrême gauche et les communistes. En parlant des personnes qui ne votent pas, selon vous, y a-t-il une tranche de la population qui a tendance à ne pas voter, par exemple au Québec, en France ou aux États-Unis? Les études montrent que généralement, tendanciellement, plus vous êtes éduqué, plus vous êtes riche, plus vous votez. Et moins vous êtes éduqué, plus vous êtes marginalisé ou pauvre, et moins vous votez. Et donc, ça, généralement, au niveau des collègues qui sont spécialisés en analyse du comportement électoral, en sciences politiques, par exemple, ou en sociologie, ou auprès des agences électorales, ou auprès des associations qui essaient de favoriser le vote, on va toujours présenter, en fait,
que ce qui est à comprendre et à expliquer, c'est le problème, ou même des fois on va présenter ça comme une sorte de pathologie sociale, qui est tout le temps du côté des groupes plus pauvres ou plus défavorisés ou plus marginalisés. Et on va présenter donc la normalité comme étant ce que font les personnes des catégories plus favorisées. Donc ce qui est normal, c'est de voter, c'est pour ça qu'elles le font. Moi, je pense qu'en fait, ce que ça démontre, c'est pas seulement que les personnes exclues socio-économiquement ou culturellement se sentent moins intégrées, donc ne votent pas, et donc il faudrait qu'elles votent pour être représentées. Je suis pas du tout sûr qu'il y aurait un lien de causalité, que si elles votaient, elles seraient plus représentées, qu'il y aurait plus de lois en leur faveur. Mais je pense aussi que ce que ça montre, c'est que les catégories socio-économiques favorisées, favorisées en termes de diplomation, par exemple, si elles votent, c'est pas parce que c'est normal de voter, mais c'est parce que ce sont les catégories les plus assimilées au système, et celles qui collaborent le plus au système, et celles qui considèrent que le système est leur système, et celles qui d'ailleurs se sentent le plus représentées concrètement, parce qu'en fait, les gens qu'elles voient au Parlement leur ressemblent et viennent des mêmes catégories sociales, s'habillent de la même manière, sont des fois allés dans les mêmes écoles, les mêmes universités, viennent des mêmes quartiers, parlent le même langage. Et donc, ce système est vraiment le système des classes moyennes et des classes aisées. Et c'est pour ça qu'elles votent plus. C'est pas parce qu'elles sont plus raisonnables ou responsables ou moralement, qu'elles ont une moralité citoyenne plus élevée. Et dans mon livre, ce que j'ai essayé de montrer, une des démarches que j'ai entreprises dans le livre sur l'abstention, c'est d'aller voir justement du côté des catégories exclues ou marginalisées un peu partout dans le monde, pourquoi ces personnes disent qu'ils ne votent pas. Donc évidemment, il y a des gens qui votent dans les catégories défavorisées ou exclues ou marginalisées, mais j'ai fait l'effort d'aller voir par exemple chez les peuples autochtones, au Canada, aux États-Unis, ou les Maoris par exemple en Nouvelle-Zélande, les Palestiniens et Palestiniennes en Israël, auprès de la communauté afro-américaine, où il y a des gros efforts pour faire voter les gens dans la communauté afro-américaine aux États-Unis, mais il y a aussi des voix qui disent il ne faut pas voter. Dans des quartiers extrêmement pauvres, par exemple en Nouvelle-Zélande ou ailleurs, j'ai essayé de voir pourquoi ces gens ne votent pas. Et en fait, quand on les écoute, on réalise qu'ils ont des raisons tout à fait raisonnables et cohérentes de ne pas voter dans des systèmes en fait qu'ils considèrent qui les défavorisent systématiquement, qui les oublient systématiquement, qui ne défendent pas leurs intérêts systématiquement. Ils savent très bien que même s'ils votaient, les élites ne leur accorderaient pas nécessairement plus d'importance. Est-ce que, à contrario, l'abstentionnisme pourrait être considéré comme une forme de privilège où finalement on ne se soucie plus si l'extrême droite passe, et c'est une politique qui touche en premier lieu le droit des femmes, le droit des personnes racisées ou... Oui, ben justement, par rapport à ce que je viens de dire, dans la mesure où c'est un commentaire qui est parfois mentionné, que l'abstention est quelque chose de privilégié, j'ai justement fait l'effort d'aller voir... donc, par exemple, ce que vous retrouverez dans le livre, si vous le feuilletez, c'est le portrait de plusieurs femmes qui, à la fin du 19e siècle, début du 20e, sont des femmes qui ne sont pas des femmes conservatrices, ce ne sont pas des femmes anti-suffragettes qui ne veulent pas que les femmes aient le droit de vote parce qu'elles seraient conservatrices ou réactionnaires, mais je suis allé voir du côté de femmes qu'on va qualifier de révolutionnaires, donc des femmes anarchistes, par exemple, comme Emma Goldman aux États-Unis, Voltairine de Cleyre ou Louise Michel en France, ou Sylvia Pankhurst aussi, dont je vais parler dans quelques instants parce que c'est un cas très intéressant. Et donc, Emma Goldman, elle est aux États-Unis au début du 20e siècle. C'est une femme, elle est pauvre, elle est anarchiste, elle est d'origine juive et russe, et donc, en termes de privilèges, elle n'en a vraiment pas beaucoup. D'ailleurs, elle se trouve tout le temps en prison, et finalement, elle va être expulsée des États-Unis. Et donc, mais elle dit, moi, le vote, ça m'intéresse pas. C'est par les luttes sociales, c'est par les luttes sur le terrain, c'est par les liens organiques avec les populations défavorisées qu'on peut vraiment faire quelque chose pour améliorer le sort des personnes avec qui on est solidaire et notre propre sort, puisque elle-même ne se place pas au-dessus de la mêlée. Elle est les deux pieds dans plusieurs catégories extrêmement défavorisées. Au Canada, en fait, la communauté que j'ai pu trouver qui a le record du monde d'abstention, ce sont les communautés Mohawk près de Montréal, donc c'est des Autochtones. 98,5% d'abstention, c'est quand même exceptionnel. Et c'est pas des communautés qui sont favorisées, au contraire, ils disent qu'ils sont soumis à un système colonial au Canada, ils ont raison d'ailleurs.
Mais c'est pour ça qu'ils ne votent pas pour le Canada, qu'ils ne votent pas au Canada. Il y a des Autochtones qui votent. Mais ces Mohawks ne votent pas parce qu'ils disent, même si nous sommes défavorisés dans le contexte canadien, que nous sommes une nation colonisée, ben justement, nous ne nous reconnaissons pas dans cet État colonial. Et surtout, nous ne faisons absolument pas confiance aux élites canadiennes qui, depuis 300-400 ans, nous font tout le temps des promesses qu'elles ne tiennent pas et on se fait tout le temps avoir. Et donc, je donne un dernier exemple qui est Sylvia Pankhurst, qui était une des filles de la famille Pankhurst. Donc, les Pankhurst, au début du 20e siècle, c'est la famille qui dirigeait, si on peut dire, le mouvement des suffragettes en Grande-Bretagne. Emmeline Pankhurst était la mère. Elle avait 2 filles, Christabel et Sylvia Pankhurst. Et c'était vraiment les leaders de la frange la plus radicale des femmes qui luttaient pour le droit de vote. En 1913-1914, elles ont même lancé une campagne d'attentats. En fait, il y a eu à peu près 300 attentats et incendies qu'elles ont coordonnés ou commandités, si on peut dire ça comme ça. Mais quelques années plus tard, en fait, Sylvia Pankhurst, donc une des filles Pankhurst, en fait, était devenue une antiparlementariste. Elle était devenue une socialiste révolutionnaire et même elle débattait avec Lénine, qui avait pris le pouvoir à Moscou, au sujet de la meilleure stratégie pour les socialistes britanniques. Et elle favorisait en fait une approche antiparlementariste. Elle ne proposait pas de passer par le vote et alors que Lénine, lui, appelait ce qu'on appelait à l'époque le prolétariat, donc les travailleurs-travailleuses britanniques et les socialistes britanniques à voter. Et elle était contre cette approche. Donc on peut tout à fait être appartenir à des catégories socio-économiques ou socio-culturelles ou identitaires extrêmement défavorisées, même de manière, dans une perspective intersectionnelle, de cumuler en fait les désavantages et les stigmates dans notre société et de considérer qu'il est préférable de ne pas voter, même que c'est pour ça que c'est préférable de ne pas voter. Que pensez-vous des gens qui prônent le vote pour faire barrage à l'extrême droite en disant que c'est un danger de s'abstenir alors qu'il y a une montée croissante de l'extrême droite en Europe? Oui, donc comme je vous disais, on entend la même chose de l'autre côté. Donc mon père, par exemple, qui est né à Paris dans les années 30, me rapportait que dans les années 50, lors d'une élection présidentielle où Charles de Gaulle était candidat, il y avait dans son quartier à Paris des affiches qui disaient « S'abstenir, c'est voter communiste ». C'est-à-dire qu'il fallait voter de Gaulle pour barrer la route aux communistes. Donc on peut le voir des deux côtés. Et c'est un des arguments qu'on sert aux abstentionnistes, c'est qu'on leur dit tout le temps oui, bon, on comprend que tu n'as pas envie de voter, mais au moins vote pour ce parti-là parce qu'il faut empêcher tel ou tel parti menaçant de passer. Et pour revenir à la question là, des privilèges et surtout des femmes qui peuvent être inquiètes, par exemple, face à des partis qui menaceraient, par exemple, de revenir sur la possibilité, par exemple, d'avoir des avortements publics. Moi, je ne vais pas commencer à critiquer des femmes, par exemple, qui iraient voter en ayant ça en tête. Mais donc, pour revenir sur cette question, en fait, il y a différentes façons de le voir. Il y a une façon, disons, qui est celle du principe. Donc, et il y a une façon, disons, qui est une manière plus pragmatique ou je dirais mathématique de le voir. Donc, je pense que si effectivement demain matin il y avait une élection et j'avais l'impression que mon vote permettrait de faire barrage à l'arrivée au pouvoir d'un parti néo-fasciste, par exemple, probablement que malgré tout ce que je vous dis aujourd'hui, probablement que j'irai voter. J'en sais rien a priori, mais il me semble que si j'avais la certitude que c'était mon vote qui ferait la différence, probablement que j'irais voter. Le problème avec cet argument, cela dit, c'est qu'en fait, depuis, je commence à être vieux maintenant, et en fait, on l'entend depuis vraiment de nombreuses élections dans de nombreux pays, et ce que ça a eu pour effet depuis une ou deux générations, parce que quand on dit la montée de l'extrême droite, on s'entend qu'elle monte depuis longtemps. Puis depuis longtemps, elle monte plus. En fait, elle a atteint les plateaux aussi, donc elle n'est pas toujours en train de monter. Des fois, elle atteint les plateaux, des fois, elle remonte, des fois, elle redescend un peu. Mais bon, bref, les partis d'extrême droite sont présents en Europe de manière importante.
Mais on entend ça donc depuis presque 2 générations maintenant. Et ce que ça donne, en fait, c'est que c'est les partis de droite qui font le plein au niveau électoral et qui apparaissent comme beaucoup plus légitimes qu'ils ne le sont, parce qu'en fait, ils convainquent même des gens progressistes, en fait, de voter pour des candidats conservateurs sous le prétexte il faut faire barrage à l'extrême droite, il faut former un front républicain. Et c'est vraiment une recette qui fait simplement, en fait, favoriser des politiques de droite. Donc, en fait, sous prétexte de faire barrage à l'extrême droite, on consolide la droite depuis 15-20 ans dans certains cas. Pour continuer de parler sur la consolidation de la droite, quelle est votre position sur un débat avec l'extrême droite? C'est-à-dire? Débatteriez-vous avec des personnes d'extrême droite? Non, pourquoi je ferais ça? C'est une question que je vous pose, parce que du coup, comment... Est-ce qu'on peut débattre de tout avec tout le monde? Ben non, il faut absolument pas débattre de tout avec tout le monde. Très bien, du coup, Pourquoi on débattrait de tout avec tout le monde? du coup, comment expliquez-vous l'exclusion dans une société qui se dit démocratique? C'est-à-dire? Que par exemple vous excluez, que par exemple dans une assemblée de personnes qui discuteraient pour pouvoir dans un processus de décision, est-ce que vous exclurez certaines personnes parce qu'elles ont certaines idées? Dans quel processus de décision? Dans une situation, dans un système autogéré, et est-ce qu'à partir d'un moment on peut se permettre d'exclure des personnes? Je sais pas si ma question est Ben claire. oui, on fait ça tout le temps. Très bien. Moi, je suis dans un syndicat, par exemple. On exclut le patron. Pourquoi on demanderait au patron de venir voter sur nos décisions syndicales? Et je suis dans des groupes, pas beaucoup ces temps-ci, parce que j'ai pas beaucoup de temps pour militer, malheureusement, et mon travail m'accapare beaucoup trop. Mais par exemple, quand je militais dans des groupes anarchistes, on n'a jamais eu l'idée de demander à des gens d'extrême droite de venir dans notre groupe anarchiste. En fait, on ne demandait même pas aux trotskistes et aux maoïstes de venir dans notre groupe anarchiste. Donc, et accessoirement, ils ne nous demandaient pas de venir dans leur groupe non plus. Hein. Et pourquoi je sais pas, moi, il y a peut-être là, on est dans une radio étudiante, j'imagine que c'est les gens de la radio qui prennent leurs décisions ensemble, ils ne demandent pas aux gardiens de sécurité puis aux curés de venir dans leur réunion, j'imagine. Je vous pose la question parce qu'au sein du cercle du libre examen, il y a un débat actuel qui est invitons-nous l'extrême droite ou pas pour discuter. On voulait savoir votre position sur le sujet. Voilà. Ben, je sais pas, si vous trouvez que ce que l'extrême droite dit est intéressant, vous les inviterez, mais moi je vois pas. Mais la question que vous me posez est à plusieurs niveaux. Parce que là, vous me dites, est-ce que vous débatteriez et est-ce que vous excluriez, qui est déjà deux choses différentes. On n'a absolument pas à débattre avec tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas que ces personnes-là s'expriment. Ça, c'est deux choses différentes. Mais moi, par exemple, si vous me proposez un débat avec quelqu'un qui pense que la Terre est plate, premièrement, je ne suis pas physicien, donc déjà, je n'ai rien à dire sur la Terre est plate ou est ronde, mais je pense qu'elle est ronde. Et j'ai pas envie de débattre avec ces gens-là, c'est pas utile. Après ça, est-ce que vous me dites, si vous me demandez, est-ce que vous pensez qu'on devrait interdire aux gens qui pensent que la Terre est plate de dire que la Terre est plate? Bof, non, je pense pas, là, c'est pas... Mais après ça, quand on arrive à des gens d'extrême droite, là, on est dans un autre registre. Et le problème avec l'idée de débattre avec tout le monde, c'est que ça repose sur l'idée que... l'idée que la force du meilleur argument l'emporte. Et moi, ce que je comprends de l'histoire du XXe siècle, c'est qu'il y a eu plusieurs cas qui ont démontré que ça ne fonctionne pas comme ça du tout, et qu'il y a des personnes qui, premièrement, ne débattent pas de manière argumentée, et il y a des manières de présenter des positions qui font appel surtout à l'affect. Et il y a des situations de débat où, en fait, vous ne pouvez pas gagner le débat. C'est juste... Il n'y a pas de gagnant. Il y a deux positions irréconciliables. Et on sait avant le débat que ces positions sont irréconciliables. Et donc, c'est pas une vraie discussion. C'est une mise en débat de deux positions irréconciliables devant un public. Et si vous invitez quelqu'un d'extrême droite qui a des positions racistes, transphobes, homophobes, etc., ça veut dire que dans la salle, il va y avoir des gens qui sont homophobes, transphobes, racistes. Et ça veut dire qu'en fait, c'est pas juste une question de débat. Ça veut dire que moi, si j'étais, par exemple, une personne trans noire et que je savais que telle personne était invitée et qu'il y avait ses partisans qui seraient dans la salle, moi, je viens pas dans cet endroit-là, je vais me faire casser la gueule, là. Comme c'est dangereux, là. C'est pas... ces gens-là, ils sont dangereux. Et donc... c'est pas juste une question de... On joue pas aux échecs, là. L'abstentionnisme doit-il s'accompagner d'autres actes politiques?
Oui, ben c'est en fait tout l'esprit de mon livre, si je peux dire ça comme ça, de manière un peu prétentieuse, c'est de c'est d'aller vers des gens qui pratiquent l'abstention, c'est-à-dire d'aller vers des gens qui pratiquent l'abstention à travers des études qui ont été faites sur ces personnes ou des sondages ou des déclarations, des sites web où ces personnes s'expriment pour dire pourquoi elles ne votent pas, mais qui par ailleurs sont des personnes très fortement engagées socialement et politiquement dans leur milieu, dans des perspectives, disons, autonomes, autogestionnaires, anti-autoritaires. Et donc, je pense qu'il est tout à fait... je ne dis pas que tous les abstentionnistes sont par ailleurs des personnes impliquées socialement ou politiquement, mais il y a beaucoup d'abstentionnistes qui sont effectivement impliqués socialement et politiquement, et c'est ce qui m'intéresse. Et je pense que la politique est beaucoup plus intéressante à l'extérieur du système politique tel qu'on nous le présente, c'est-à-dire le système électoral et le système de parti, et que la politique a beaucoup plus de sens qu'on la fait directement avec des gens autour de nous, dans notre milieu de vie ou dans des réseaux militants ou dans notre lieu de travail, par exemple. Et du coup, est-ce que ne pas voter et ne rien faire à côté, ça a toujours du sens pour vous? Moi, moi, je suis professeur de sciences politiques. J'essaye, dans la mesure du possible, d'avoir une activité militante. Je suis passionné de politique, donc c'est sûr que quelqu'un qui serait totalement apolitique me semblerait pas nécessairement très intéressant de ce point de vue-là. Après ça peut être une personne sympathique, là, et ça peut être un moindre mal. Quelqu'un qui fait absolument rien, des fois, c'est préférable à quelqu'un qui est engagé politiquement, mais sur des causes nocives, mais moi, c'est sûr que j'encourage. Les gens s'en foutent de ce que je dis, mais j'espère que les gens sont engagés socialement et politiquement pour plus de justice, pour plus de solidarité, pour plus d'entraide, pour plus d'égalité, pour plus de liberté, j'espère. Si on change de système et qu'on deviendrait une démocratie directe, comment créer une société égalitaire sans sexisme et sans racisme, alors qu'on sait que c'est encore présent dans des milieux très militants, très anarchistes, et que finalement, même changer de système, en fait, n'efface pas toujours le sexisme ou le racisme présent? Selon vous, comment on peut faire? C'était ma question. Oui, mais je vous la renvoie. C'est vous le spécialiste en sciences politiques. Oui, mais vous avez peut-être des idées aussi. Je ne sais pas, on peut partager, on peut mettre en commun des idées. Moi, alors selon moi, dans les assemblées participatives, je pense parfois il faut peut-être mettre des quotas pour pousser les gens à prendre la parole et pour habituer les femmes, par exemple, à prendre la parole et que ce ne soit pas toujours les hommes qui monopolisent. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant de pas toujours tout mettre de manière horizontale et tout le monde a le droit de parler, parce qu'en fait on oublie les biais inconscients qui, eux, en fait, ne sont pas enlevés. Fait que les quotas, ça serait par exemple des alternances de tours de parole au micro, par exemple. Procédure de parole. Par exemple, tirage au sort, une femme, un homme, une femme, un homme, et ils viennent présenter des idées. Oui, mais je pense que c'est déjà, ça c'est des, moi je suis tout à fait d'accord avec vous, je pense que ça c'est des bonnes idées, et qu'effectivement, dans la mesure où on est dans de toute façon, nous sommes dans des sociétés inégalitaires, nous sommes socialisés aussi de manière inégalitaire, si on peut dire ça comme ça. Et donc, effectivement, il faut, d'une manière ou d'une autre, avoir ce qu'on pourrait appeler des rituels ou des procédures. Ce que vous venez de mentionner, je pense que c'est déjà quelque chose qui est, comme vous le savez sûrement, qui est déjà pratiqué dans des réseaux qui ont une influence féministe ou dans des réseaux qui étaient altermondialistes à l'époque ou de ce type de réseau. Et oui, je pense que ça, c'est une idée. Il y a l'idée d'avoir des moments où les femmes peuvent se retrouver en réunion de non-mixité pour partager entre elles leur expérience et développer individuellement et collectivement leur sentiment de capacité d'intervention et d'action, et éventuellement agir collectivement d'ailleurs après en sortant de la non-mixité. Donc ça, c'est d'autres possibilités. Il y a différents rituels et pratiques comme ça, oui, tout à fait, absolument. Parce que peut-être, juste pour aller plus loin, vous avez aussi écrit un livre sur les Black Blocs, et vous montrez justement qu'il n'y a pas que des hommes blancs qui montreraient leur virilité dans ces moments-là, mais que finalement il y a un panel très différent dans le milieu Black Blocs. En tout cas, c'est possible. Je ne dis pas que c'est tout le temps le cas. Par exemple, en Belgique, j'avoue ne pas avoir de connaissances là, ancrées sur qui participe ou pas à des actions de type Black Bloc à Bruxelles ou ailleurs, mais oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en Amérique du Nord, par exemple, depuis, disons, pour le faire rapidement, depuis le début des années 2000, on a vu effectivement
non seulement de plus en plus de femmes participaient à des Black Blocs, mais de manière plus diversifiée aussi. C'est-à-dire qu'au début des années 2000, et c'est en tout respect pour ce type de tâches ou de fonctions, il y avait des femmes qui participaient à des Black Blocs, mais souvent elles n'étaient pas en première ligne. Elles avaient d'autres fonctions autour du Black Bloc ou dans le Black Bloc, par exemple, s'assurer que les premiers soins soient offerts à des personnes blessées, ou elles pouvaient avoir des fonctions de surveillance ou des choses comme ça. Et d'ailleurs, elle se plaignait que ces tâches importantes étaient moins valorisées après les actions de Black Bloc lors des briefings avec les camarades. Mais effectivement, nous, en tout cas, à Montréal et ailleurs, on a vu depuis une dizaine d'années qu'il y a de plus en plus de femmes dans les Black Blocs, et même des groupes d'affinité juste de femmes dans des Black Blocs. Dans vos œuvres, vous critiquez vivement le système électoraliste. Et vous avez fait remarquer dans plusieurs de vos interventions que vous placiez votre espoir dans les structures autogérées. Mais voyez-vous-y tout de même des failles ou des désavantages majeurs à la mise en place de ce genre de structure? Ben là, Sarah vient d'en mentionner une, c'est-à-dire qu'on y retrouve quand même des attitudes et des postures et même des agressions sexistes ou misogynes. Il peut y avoir du racisme, il peut y avoir... Oui, de toute façon, moi, mon point de vue, il est relativement simple sur cette question et un peu pessimiste, c'est-à-dire nous sommes des êtres humains, et en tant qu'être humain, on est nécessairement imparfait. On est imparfait parce qu'on a des défauts. Bref, on n'a pas toutes les qualités qu'on aimerait avoir. Il y a des journées où on est fatigué, il y a des journées où on est moins efficace. Simplement aussi parce qu'en tant qu'être humain, on ne connaît pas nécessairement la conséquence de nos décisions, qu'on interagit à plusieurs et que d'autres prennent des décisions et tout ça, ça interagit. Bref, tout ça pour dire que selon moi, en raison simplement de la nature humaine, si on peut dire ça comme ça, il n'y a pas de régime politique qui soit parfait, qui soit parfaitement efficace, parfaitement fonctionnel et qui soit toujours cohérent avec ses principes. Même la monarchie ou même le parlementarisme est toujours en partie incohérent par rapport à ses propres principes ou ses propres valeurs. Et donc, c'est sûr qu'une expérience autogestionnaire ou une expérience anarchiste, elle ne sera pas nécessairement parfaite. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer, que ça ne veut pas dire que c'est pas mieux que d'autres systèmes. En parlant d'anarchisme, j'aimerais vous parler de la notion d'État. Et dans votre livre « L'anarchie expliquée à mon père », vous parlez de celui-ci, de l'État. Qu'est-ce qui vous permet de prétendre qu'une société peut exister et perdurer sans un État? Et si oui, à quelle échelle de grandeur? En fait, l'histoire et l'anthropologie permettent de le dire. L'État, comme on le connaît, bon, il a existé ailleurs il y a eu des États ailleurs qu'en Occident, en Éthiopie, en Égypte, en Chine et ailleurs, mais je ne suis pas spécialiste de ces régions, mais en tout cas, pour ce qu'on connaît de l'Occident et de l'Amérique où je vis, les communautés, les sociétés ont fonctionné sans État pendant des milliers d'années, et sur le territoire de l'Amérique du Nord, avant que les puissances coloniales françaises, anglaises, hollandaises aussi, ou portugaises arrivent. Il y avait des nations qui vivaient là, pour ce qu'on en sait, depuis probablement certainement des centaines d'années, de manière relativement non hiérarchique, mais en tout cas, c'est sûr qu'il n'y avait pas d'État comme on l'entend, c'est-à-dire pas de pouvoir coercitif, pas d'administration, de bureaucratie, de prison. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de violence dans ces communautés, mais pas de propriété privée non plus. C'est l'Europe qui a emmené l'État en Amérique du Nord. Il y avait les Incas au sud et les Mayas, tout ça. Bon, il y avait d'autres peuples américains qui avaient des systèmes beaucoup plus hiérarchisés. Mais en tout cas, là, on a des exemples de sociétés sans État. Ce que Pierre Clastre, un anthropologue marxiste, appelait des sociétés même contre l'État, c'est-à-dire des sociétés qui avaient à l'interne des rituels et des pratiques qui essayaient de neutraliser, des fois violemment d'ailleurs, des individus ou des groupes qui pouvaient essayer qui étaient trop ambitieux, qui essayaient de s'imposer à l'ensemble de la communauté. Pour parler d'échelle de grandeur des structures autogérées, pensez-vous que par exemple les outils numériques peuvent aider à pouvoir mettre en place des systèmes autogérés sur des plus grandes distances?
par exemple, on peut parler du concept de cyberdémocratie. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce... Oui, mais là, je vais botter en touche parce qu'en fait, je suis totalement nul en termes de... Je suis pas sur Facebook, je suis pas sur Twitter, j'ai pas de téléphone que vous appelez les téléphones intelligents. Et donc, je vais laisser la réflexion sur qu'est-ce qu'on peut faire avec Internet à d'autres personnes beaucoup plus compétentes que moi là-dessus. Très bien. Je ne sais pas si vous connaissez le théoricien belge David Van Reybrouck, Ah oui, qui a écrit contre les élections, justement. c'est ça, contre les élections, et qui plaide pour un tirage au sort dans Oui. son livre. Par exemple, on peut citer l'exemple de l'Irlande, où en 2012, ils ont créé une commission constitutionnelle. Elle était composée de 33 responsables politiques, mais aussi et surtout de 66 citoyens tirés au sort et représentatifs en termes d'âge ou de genre de l'électorat irlandais. Le but de cette commission était de se débattre de différents articles de la Constitution irlandaise, éventuellement sujets à des amendements comme l'âge minimum pour voter, l'élargissement du droit au mariage pour les couples homosexuels ou la place de femmes en politique. Qu'est-ce que vous pensez du tirage au sort ? Je n'en pense pas grand-chose. J'ai un de mes amis étudiant au doctorat d'ailleurs à l'Université du Québec à Montréal et à Paris 8, Hugo Bonin, qui a publié aussi un livre sur où il fait l'histoire de cette pratique du tirage au sort et il essaie d'en évaluer les intérêts. Donc, ce que je connais, c'est principalement en ayant lu ces deux livres-là. Donc, moi-même, je n'ai pas travaillé là-dessus. C'est certain que dans notre contexte actuel, ça a évidemment des avantages par rapport si on compare avec le mode de sélection par élection. Il y a plusieurs avantages. Premièrement, par tirage au sort, nécessairement, la constitution de l'Assemblée consultative ou délibérative ou décisionnelle, selon les cas, elle est évidemment beaucoup plus diversifiée. La composition est beaucoup plus diversifiée que par le système électoral, qui favorise vraiment les classes aisées, des personnes qui ont des profils privilégiés, qui sont favorisés par définition dans le système électoral. Donc le tirage au sort, c'est un fait objectif et a pour effet une plus grande diversité. Avec le tirage au sort aussi, vous évitez tout le système des partis et tout ce qui va avec, donc des logiques de partis. Plutôt que de faire passer le bien commun en premier, on fait passer le succès du parti et le succès de sa propre carrière aussi. Donc, avec le tirage au sort, on évite les politiciens et les politiciennes de carrière et on évite par définition la corruption qui peut se constater quand il y a des pratiques, quand il y a des campagnes électorales, par exemple, où il y a de la corruption pour avoir un retour sur l'investissement. Donc, tout ça, c'est quand même des avantages qui viennent avec le tirage au sort. Et généralement, d'un point de vue, disons, progressiste, des expériences de tirage au sort montrent que généralement, le corps constitué par le tirage au sort a généralement tendance à prendre des décisions ou à suggérer ou à recommander des modèles qui sont plus progressistes, plus égalitaires. Du coup, pour parler de changement politique, pour vous, ce changement politique doit arriver de l'intérieur ou plutôt en faisant une rupture radicale avec le système ? Mais le problème, c'est que quand les changements politiques arrivent de l'intérieur, par exemple quand on instaure des systèmes de référendum avec initiative ou ce qu'on appelle qu'on démocratise ou qu'on rend plus participatif le processus politique, mais que ça vient du haut, généralement, c'est que l'élite décisionnelle garde le dernier mot, c'est le cas de le dire, et c'est elle qui décide à la fin. Et en fait, elle pense ces nouvelles procédures ou ces nouveaux canaux participatifs principalement comme des manières de laisser penser à la population que justement, elle a son mot à dire. Et donc, c'est un processus de légitimation, d'apaisement des conflits par ces canaux participatifs. Alors que l'élite garde le dernier mot et c'est elle qui décide à la fin, et donc vous fait participer tant que vous voulez, mais en fait, ça n'a pas nécessairement d'impact. Et donc, moi, je pense que les améliorations, doivent venir de l'extérieur, c'est-à-dire que, en fait, c'est par le conflit et la pression et les mobilisations que, de toute façon, que les droits ont été obtenus pour les femmes, pour les travailleurs, pour les sans-emploi, pour les populations racisées. C'est toujours venu par des mobilisations de l'extérieur des institutions qui ont fait pression sur les institutions ou qui ont même débordé, en fait, qui ont
qui ont rendu la situation trop instable pour les institutions, et donc les institutions ont cédé. Et puis, surtout, je me répète, je l'ai dit tout à l'heure, mais je pense que l'expérience politique, la pratique politique, c'est-à-dire de faire des choses, de discuter, de réfléchir et de faire des choses avec les gens, pour moi, c'est ça la politique. Je trouve qu'elle est toujours plus cohérente par rapport à mes principes à moi, mais évidemment, vous n'avez pas besoin de les partager. Mais par rapport à mes principes à moi, à l'extérieur des institutions et à l'extérieur surtout de la logique partisane et électorale. Mais bon, si vous avez des principes et des valeurs où vous pensez que l'autorité et la hiérarchie sont plus importantes, évidemment, vous allez aimer être dans des partis. Dès lors, pour ne plus voter et légitimer le système en place, pour le changer, il faut faire preuve de violence. Est-ce que la non-violence reste un moyen de lutte sociale ? J'ai pas dit qu'il fallait faire... C'est vous qui dites... J'étais un peu vite. J'étais un peu vite. Ce que je dis, c'est que ce qu'on appelle la violence aujourd'hui, même des fois les médias parlent d'ultra-violence dans le cas des mouvements sociaux, c'est en fait un recours à la force et une sorte de turbulence qui est très, 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 très modérée par rapport à l'histoire du 18e, 19e, 20e siècle, en Occident en tout cas, et que les mouvements sociaux progressistes aujourd'hui ou contestataires sont, pour ainsi dire, non violents. À moins que vous considériez que briser une vitrine, par exemple, c'est violent, mais honnêtement, l'histoire à l'échelle de l'humanité, à l'échelle de la vie politique occidentale des dernières décennies ou des derniers siècles, c'est vraiment ridiculement insignifiant. Cela dit, je ne dis pas que la non-violence, elle est tout le temps inefficace. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire, et justement, ça dépend de la question de l'efficacité. Qui détermine l'efficacité? Est-ce que c'est l'efficacité à court, moyen, long terme? Est-ce que l'efficacité, c'est de se faire voir dans les médias? Est-ce que c'est d'aider des gens à avoir un logement? Est-ce que c'est d'aider des gens à se nourrir? Est-ce que c'est de faire plier des propriétaires? Est-ce que c'est faire plier des patrons? Donc, ça dépend vraiment c'est quoi que vous voulez atteindre. Et donc, ça détermine qu'est-ce qui est efficace. Et il faut aussi savoir qui décide qu'est-ce qui est efficace. Et donc, le problème avec le débat très schématisé et très stérile entre des partisans dogmatiques de la non-violence et des partisans de ce qu'on appelle la violence, c'est qu'en fait, généralement, on ne définit pas avant tout c'est quoi les objectifs et c'est quoi l'efficacité et qui participe à la décision de ce qui est le mieux pour faire avancer la cause. Et je pense que ça mène des luttes terribles, stériles et à des schismes. Et donc, moi... considérant que c'est souvent très compliqué de savoir qu'est-ce qui est réellement efficace dans un mouvement social. Moi, je suis partisan et pour ça, je suis un enfant de Montréal et un ancien militant de la Convergence des luttes anticapitalistes qui, autour du mouvement altermondialiste et du Sommet des Amériques en 2001, avait développé la notion de respect de la diversité des tactiques. On respecte la diversité des tactiques, c'est-à-dire il y a la notion de respect, c'est-à-dire qu'on ne va pas dans l'espace public pour dénoncer les autres tendances. Et la diversité des tactiques, c'est justement que on laisse les camarades décider comment ils veulent se mobiliser, ils veulent exprimer leur colère ou leurs revendications, etc. Et on pense qu'avec cette diversité-là, on va être plus fort plutôt que plus faible. Et que d'éliminer ou de critiquer publiquement certaines tendances, ça nous affaiblit plutôt que ça nous renforce. Donc la diversité est une force, c'est pas une faiblesse. Dans une de vos interviews, vous parliez du rapport au temps et de la démocratie. Et je voulais savoir pourquoi, selon vous, le rapport au temps est-il primordial quand on parle de démocratie? Oui, parce que je pense que pour prendre des décisions ensemble et agir ensemble, il faut avoir du temps. Et que le système politique qui demande le moins de temps pour prendre des décisions, c'est le système le plus autoritaire et le système le plus dictatorial. Et effectivement, quand vous avez un dictateur, ça peut aller très vite. Mais si vous voulez être ensemble sur un pied d'égalité, de liberté, de solidarité, même d'empathie aussi, et d'une certaine cohésion, il faut prendre le temps. Il faut avoir le temps, il faut prendre ce temps-là. Et ce temps-là n'est pas une perte de temps. Prendre des décisions ensemble, c'est quelque chose de long. Et je dirais c'est normal que ce soit comme ça, même si dans les faits, l'expérience montre et les études montrent aussi que la pratique de la démocratie directe, c'est-à-dire de prendre des décisions collectivement par délibération et même des fois de chercher à atteindre le consensus,
on associe souvent ça à quelque chose de très long, mais en fait, dans plusieurs cas, c'est assez rapide. Et quand on y pense bien, quand on a l'expérience et qu'on se connaît et on est habitué de fonctionner ensemble et qu'on partage certains intérêts, en fait, souvent, c'est beaucoup plus rapide qu'on pense. Une des justifications qui est très souvent utilisée, et j'imagine que vous la connaissiez aussi, pour légitimer cette démocratie élective, et qu'au final, en fait, on gagne du temps, parce que des gens s'occupent de nous, de politique à notre place, et que du coup, ça nous laisse plus de temps à vaquer à nos occupations, à nos loisirs. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument ? C'est que c'est un argument d'abdication de la politique. Oui, c'est sûr. C'est par définition, ça va toujours plus vite quand d'autres personnes prennent des décisions à notre place. C'est juste que c'est pas nos décisions. On reproche aussi beaucoup aux partisans de la démocratie directe et aux anarchistes d'avoir une conception qui est trop naïve de la nature humaine. C'est un argument qui est souvent utilisé. Oui. Et selon eux, du coup, toute société aurait besoin d'un degré d'autorité pour ne pas sombrer dans le chaos. Et ma première question, est-ce que cette nature humaine existe-t-elle ? Et ensuite, quelle est votre opinion sur cet argument ? En fait, je pense que c'est les personnes qui pensent qu'il faut des chefs qui sont les plus naïfs, assurément. Et les anarchistes, en fait, ne sont pas, contrairement à ce qu'on pense, les anarchistes ne sont pas naïfs, puisque justement, ils savent et elles savent que la nature, ce qu'on appelle généralement la nature humaine, elle est en réalité jamais homogène et univoque. Elle est au contraire hétérogène, diversifiée, et que dans chaque être humain, il y a en potentialité à la fois l'entraide, le sentiment de justice, d'équité, d'égalité, de respect de l'autre. Et il y a dans chaque être humain aussi la potentialité d'être égoïste, arrogant, violent, dominateur. On a ça en nous, c'est potentiellement là chez chacun d'entre nous. Et des fois, d'ailleurs, ça s'exprime dans la même personne, dans la même journée. Selon ce que vous faites dans votre journée, vous n'allez pas toujours être, j'imagine, dans la même posture, j'imagine bien. Quand vous êtes avec vos parents, avec un enfant, avec un policier, avec un patron, selon la situation, j'imagine que vous n'agissez pas tout le temps de la même manière. Donc on a ça en nous, et les anarchistes savent que justement, si on a un système ou une organisation sociale très hiérarchique, mais en fait ça favorise chez les gens qui sont au sommet leur potentiel d'être dominant, arrogant, prétentieux et si vous avez un mode d'organisation plus horizontal, participatif, égalitaire, ça va favoriser, c'est tendanciel, c'est pas absolu, c'est tendanciel, ça favorise chez les gens en fait leurs pratiques qui sont plus collaboratives, plus égalitaires, plus au niveau de l'entraide. Et donc les anarchistes sont pas du tout naïfs, au contraire. Parce que si en fait les anarchistes pensaient que l'être humain était fondamentalement bon et généreux, en fait les anarchistes seraient pour des chefs. On pourrait avoir des chefs puisque les chefs seraient bons et généreux, donc ça serait en fait beaucoup plus pratique, on pourrait faire autre chose. Mais en fait les anarchistes ne sont pas naïfs, ce sont les électoralistes ou je ne sais pas comment les appeler, qui sont en fait naïfs parce que d'élection en élection, ils pensent tout le temps qu'il y a un candidat ou une candidate qui est une bonne personne et qui est vraiment là pour le bien des gens et pour prendre des bonnes décisions, qui n'est pas là pour ses propres intérêts. Ça me semble un peu naïf. Monsieur Dupuy-Derry, vous êtes professeur à l'Université du Québec à Montréal. Et pour vous, est-il possible d'imaginer votre université ou une université autogérée ? En fait, si on est vraiment partisan d'un système social qui fonctionne de manière égalitaire et non autoritaire, en principe, on se débarrasse de l'université. L'université a été créée par l'Église catholique, entre autres, en Occident. C'est une institution qui sert à former des cadres intermédiaires et supérieurs. C'est une institution qui est par définition inégalitaire, hiérarchique et qui est dans une logique où en fait il y a une élite dans la société, il y a des gens qui n'y sont pas. Et donc il y a les anarchistes et d'autres, d'ailleurs pas juste les anarchistes, des féministes et d'autres, ont proposé plein d'autres moyens d'organiser la formation et l'éducation et l'auto-formation et la formation continue, etc., dans la société qui ne passe pas par une université. Cela dit, évidemment, dans les universités, comme dans n'importe quelle institution, vous pouvez avoir des universités plus ou moins hiérarchiques,
avec des directions plus ou moins autoritaires, avec un mouvement étudiant, par exemple, plus ou moins dynamique qui participe ou qui influence sur les décisions, des syndicats plus ou moins actifs. Et donc, à l'Université du Québec à Montréal, pour faire un petit peu de publicité, ils vont être contents, ou non, ça dépend qui écoute. J'ai effectivement l'avantage d'être dans une université qui, si on compare avec plusieurs autres, on est effectivement dans une institution, disons, plus participative, qui, en principe, fonctionne selon des modes de cogestion. Évidemment, il y aurait plein de précisions à apporter à cette question, mais il y a des universités beaucoup, beaucoup plus hiérarchiques et autoritaires que la mienne. Mais du coup, vous dites que dans la vision anarchiste, il n'y aurait pas d'université. J'avoue que ça me paraît très flou, j'arrive pas à imaginer qu'est-ce qu'on pourrait remplacer. Est-ce que vous avez peut-être des exemples concrets d'alternatives aux universités actuelles? Ça vous semble très flou parce que vous êtes à l'université, mais Exactement. en fait, les universités ont été créées au 12e, 13e siècle. Avant, il n'y avait pas d'université. Et comme vous le savez sans doute, je ne sais pas c'est quoi les chiffres ici, mais généralement, dans les sociétés occidentales, je pense que c'est 20% environ des gens qui vont à l'université. Puis après ça, plus on avance dans les diplômes, c'est 1% de la population à peu près qui a des doctorats. Donc, la très, très, très grande majorité de la population ne va pas à l'université. Et si elle va à l'université, elle va seulement au premier cycle. Et donc quoi? Et donc, pour la grande majorité des gens, l'université n'est pas utile, disons, à leur vie quotidienne ou à leur formation ou à ce qu'ils ont développé comme connaissances et à leur mode de fonctionnement. Et puis après ça, pour le reste, il faudrait imaginer une façon d'avoir un partage des connaissances, des formations, des accès à des tâches et à des fonctions aussi qui soient pas médiatisées par cette institution qui est l'université, qui est, comme je dis, vraiment une université par définition, c'est une université d'élite et de prestige, l'université. C'est organisé, fondé sur des... L'université, elle est structurée sur des hiérarchies, juste la notion de diplôme est une notion hiérarchique. Est-ce que du coup vous avez repensé... Je m'excuse, je veux juste finir là-dessus. La notion de diplôme est une notion hiérarchique à l'intérieur de l'université, mais quand on sort avec les diplômes, c'est pour faire partie d'un système hiérarchique. C'est la logique même des diplômes. Est-ce que du coup vous avez repensé à votre place de professeur pour que vous paraissiez peut-être moins autoritaire auprès de vos élèves? Ah, ben ça, il faudra demander à mes élèves, là. Je suis sûr qu'il y a des élèves qui considèrent que je suis trop autoritaire. Il doit bien y avoir des anarchistes aussi qui considèrent que je suis en totale contradiction avec mes idées puisque je suis prof d'université. Donc, il faudrait que vous les trouviez, que vous les invitiez. Comme ça, je pourrais les identifier et les punir. Mais en fait, c'est probablement pas très intéressant, mais moi, je suis devenu prof d'université premièrement parce que en partie, pas juste pour ça, mais parce qu'en fait, je viens d'une famille qui a un fort capital culturel. Et donc, c'était quelque chose qui m'apparaissait possible. Je me suis pas posé la question tellement. J'ai travaillé, mais c'était pas quelque chose qui m'apparaissait d'impossible, au contraire. Mais pendant plusieurs années, je voulais pas être prof d'université. Je voulais pas faire de doctorat non plus. Mais en fait, une de mes passions dans la vie, c'est d'écrire. Et j'ai même à peu près pas de passe-temps à part écrire. Et je suis tout le temps en train d'écrire, ce qui est un problème probablement d'ordre compulsif psychologique. Mais et donc j'ai fait le calcul, si on peut dire ça comme ça, que être prof d'université m'aiderait à satisfaire cette passion. Voilà, pour le dire comme ça. Et vous dites que vous écrivez beaucoup. Est-ce que vous écrivez autre chose que de la science politique? Ben, en fait, ce que vous avez évoqué, par exemple, mon travail sur les Black Blocs, ou là, le livre sur l'abstention, par exemple, oui, c'est nourri, disons, de ma formation en sciences politiques et de mes connaissances en sciences politiques, et c'est souvent des livres dans lesquels dans lequel je présente un argumentaire ou une démonstration ou des explications ou des discussions qui sont en partie éclairées et inspirées par des travaux universitaires. Mais moi, j'aime bien en fait diviser en fait mon travail en écrivant ce que j'appellerais plutôt des essais
que je considère quand même rigoureux, mais c'est des essais qui n'ont pas une prétention strictement universitaire. C'est pour ça d'ailleurs que je ne suis pas dans des maisons d'édition nécessairement universitaires. Les maisons d'édition luxe s'adressent à un public plus large. Et puis, par ailleurs, il y a des textes que je fais qui sont là vraiment plus dans un esprit universitaire. C'est peut-être pas très intéressant, mais qui sont soumis par exemple à des revues scientifiques en sciences politiques ou en sociologie, ou comme le livre là sur l'histoire du mot démocratie, ça c'est tiré de ma thèse, donc c'est un livre qui a un caractère, disons, peut-être plus universitaire qu'un essai comme celui que je propose sur l'abstention ou celui sur les Black Blocs. Et est-ce que vous lisez de la science-fiction qui est une manière de repenser le monde, de créer des utopies ou justement de dénoncer des dystopies à venir? Oui, alors j'ai lu énormément de science-fiction quand j'étais plus jeune. J'ai même écrit au début des années 90, j'ai écrit un roman qui s'appelait L'erreur humaine, qui était une histoire qui mettait en scène des animaux, en fait, qui étaient... il y avait une conférence internationale pour essayer d'avoir une entente entre les espèces animales et l'humanité pour refonder nos liens avec la nature, entre autres. Et donc, il y avait pendant cette conférence internationale des délégations animales, et puis il y avait des groupes, des cellules clandestines animales qui ont commencé à commettre des attentats pour essayer de faire pression sur l'humanité. Et puis pendant ce temps-là, il y avait un groupe d'humains qui était en train d'essayer de sauver la dernière des baleines. Donc vous voyez que les utopies, les dystopies et l'anticipation, ça peut m'intéresser, mais j'avoue que j'ai abandonné ce type d'écriture. Mais je lisais beaucoup de science-fiction, oui, plus jeune. Petite inspiration de La ferme des animaux de George Orwell. Exactement, entre autres, oui. Il nous reste 2 petites questions. On en profite que vous êtes là. Sur quel thème allez-vous écrire du coup votre prochain livre, si vous avez envie de le dévoiler? C'est toujours risqué de parler du prochain livre parce que si on le fait pas, s'il y a quelqu'un qui peut retrouver ce podcast et dire il me semblait que tu devais faire ça. Mais il y a 2 projets sur la table. Il y en a un avec Mélissa Blais, avec qui je travaille beaucoup sur l'antiféminisme. Donc on a qui est une sociologue là, spécialisée justement sociologue féministe spécialisée sur le féminisme et sur l'antiféminisme, avec qui j'ai souvent collaboré. Donc on a un projet d'ouvrage, un nouveau projet d'ouvrage sur l'antiféminisme basé sur des enquêtes terrain auprès de féministes. Et puis, de façon plus personnelle, je mène une enquête en ce moment sur ce que je parlais au tout début de la discussion, qui est sur ce qu'on appelle la démocratie à l'école, dans les écoles secondaires, et surtout sur les actions individuelles ou collectives de contestation dans les écoles secondaires. Et j'essaie de voir comment les jeunes dans les écoles secondaires peuvent se mobiliser pour contester leur direction ou contester des professeurs ou contester des codes vestimentaires, et qu'est-ce que ça signifie dans une école secondaire de mener des contestations comme ça. Et deuxième question, étant donné que vous êtes assez militant, avez-vous un conseil pour les militants et les militantes? Vous en avez des questions, vous? De rien. Ben, ça dépend de ce qu'ils veulent faire. Qu'est-ce qu'ils veulent faire, les gens à qui je donne des conseils là? Établir une société égalitaire. Ah mon Dieu. Avec des animaux tous égaux. Oui, avec des animaux, d'avoir des chats. D'avoir des chats, ça fait toujours plaisir. Moi, je m'ennuie de mes chats en ce moment. Et de bien les traiter. Monsieur Francis Dupuy-Derry, merci. Merci à vous, merci beaucoup pour la discussion. C'était des très bonnes questions.